Déjà, Alexander Makogonov, vous le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. La France est-elle aujourd'hui un pays ennemi pour la Russie? Mais si l'on juge d'après la ligne politique de la France, les décisions prises par Paris officiel, on ne peut pas considérer la France, en tout cas, on ne peut pas considérer la France en tant que pays ami. Si ça n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ennemi. Madame la ministre, elle se souvient, peut-être elle était la ministre dans la période que les journalistes français appelaient notamment la lune de miel dans les relations franco-russes. C'était autour de 2010, justement, avec l'année croisée qui était un événement immense. Et là, elle a avec quoi comparer? Donc là, maintenant, bien sûr, c'est très différent. Est-ce que la France a franchi une ligne rouge en annonçant qu'elle allait donner des blindés à l'Ukraine? Mais écoutez, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour nous, pour les Russes, dans nos milieux d'experts, dans nos milieux médiatiques et aussi dans notre imaginaire collectif, quand la France, que nous avons toujours considérée en tant que pays ami, vraiment, avec lequel nous avions depuis 3 siècles des relations vraiment absolument extraordinaires, la France qui fournit les canons et là maintenant les chars pour tuer les Russes. Mais parce que... Vous imaginez ce que c'est pour nous, hein. La France à laquelle la Russie, il y a une centaine d'années, en 1915, a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France, dont 5 000 ont trouvé la mort sur les champs de combat en Champagne, pour défendre la France lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est la même France qui fournit les canons et les chars qui tuent les Russes. Mais ça n'est pas la même Russie. Non, mais vous voulez dire que c'est pas la même France, c'est pas la même Russie. Pour vous, bien sûr, l'histoire, ça n'existe pas. L'histoire. Non, vous le voulez. L'histoire existe. On n'aurait jamais pu imaginer non plus que la Russie. L'histoire existe, mais pardon, mais je veux vous rappeler cette histoire. Oui, mais si la France, pour vous expliquer l'état de notre ressentiment. Si la France fait ça, c'est parce qu'elle a sous les yeux un pays, la Russie, qui envahit un pays européen, l'Ukraine. Un pays, la Russie, qui bombarde à répétition et qui tue à répétition depuis 11 mois à 2 heures de Paris. C'est pour ça que la France réagit comme ça aujourd'hui. Mais encore une fois, pour nous, l'histoire a commencé le 24 février, n'est-ce pas? Donc là, mais la France était aussi à l'origine du processus de non, mais l'histoire a beaucoup changé le 24 février, vous le savez. Minsk. Vous avez fait changer le cours de l'histoire le 24 février. Vous l'avez décidé, ça, de manière tragique. Écoutez, à rappeler que la France, tout comme l'Allemagne, tout comme la Russie, est à l'origine des accords de Minsk, dont elle portait garant. Ces accords de Minsk que personne ne voulait respecter, que personne ne voulait mettre en œuvre. Là, maintenant, vous parlez de la guerre déclenchée par la Russie, l'agression, etc., etc. Mais je répète, je vous l'ai déjà dit à votre antenne lors de notre dernière interview, rien n'était plus simple que de faire respecter les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Mais qui a bougé un petit doigt pour le faire? Quel qualificatif? Nous savons que vous maîtrisez très bien toutes les nuances de la langue française. Quel qualificatif vous apporteriez à votre relation avec la France? On voit, la France ne fait plus partie de nos amis. Est-ce que c'est inamical? Est-ce que c'est ennemi? S'il y a bien un adjectif que vous colleriez à la relation ou à l'absence de relation franco-russe? Je ne veux pas et je ne peux pas appeler la France ennemie. C'est impossible. Là, j'espère que personne ne pourra jamais vraiment donner ce terme-là. Mais en tout cas, je vous dis que notre ressentiment est très profond parce que nous sommes très déçus par la ligne politique française dans ce conflit, dans cette situation. La France qui aurait pu jouer tout son rôle dans cette situation. Vous dites que vous ne pouvez pas appeler la France ennemie. Certains en Russie vont beaucoup plus loin que ça. Évidemment, on va vous montrer cette séquence-là. C'était à la télé il y a quelques jours. Soloviev, propagandiste en chef, qu'on voit régulièrement aussi ici en France, qui dit qu'il voudrait voir disparaître la France. Lui le dit. Ses invités aussi en plateau. On regarde, on en parle juste après. Si la France parle sur la Russie, si elle commence à nuire à la Russie ne craignant rien, alors elle doit être reconnue comme partie intégrante du conflit. Il ne doit pas y avoir de France. Quelqu'un serait-il contrarié si la France n'existait plus? Qu'on frappe la France une bonne fois pour toutes et ce sera la fin. Tout le monde aura peur, je vous l'assure. Et il n'y a pas besoin d'engager tout notre potentiel stratégique pour ça. Nous avons assez de munitions pour détruire la France. Détruire la France. Qu'est-ce que vous répondez face à ces mots-là? Mais alors, moi, ici devant vous sur ce plateau, je peux vous assurer, vous ainsi que vos spectateurs, n'ayez aucune crainte. Il s'agit d'un show télévisé, d'un talk show politique où, comme à la télévision française, comme à la télévision dans d'autres pays, où les experts sont libres à s'exprimer sur des sujets qui les inquiètent, qui les touchent. Donc vous condamnez ces propos? Mais
Je Non, mais je c'est vais pas important. m'exprimer Vous sur ces êtes le propos. porte-parole, vous condamnez non, ces propos. écoutez, mais c'est des propos vraiment émotionnels. Émotionnels après, justement, comme réaction à la décision française à propos des chars. Donc là, vous pouvez imaginer, donc là, je reviens à ce ressentiment que nous avons, nous les Russes, dans la société russe, à propos de la ligne française. Donc là ça s'exprime aussi comme ça, vous voyez, par des gens. Mais là, maintenant, vous parlez des experts russes qui s'expriment comme ça, mais là, je me souviens aussi des premières antennes de la télévision française lors du début de ce conflit, lorsque, sur les plateaux, ouvertement, devant tout le public, vos experts parlaient quelle est la meilleure façon d'assassiner Poutine, par exemple. C'est normal, à votre avis? Voilà. Sur les chaînes américaines, surtout. Chez vous aussi. Ne vous inquiétez pas. Et sur le ressentiment dont vous parlez, qu'on a bien compris par rapport à la France, on sait que le président Emmanuel Macron a annoncé il y a plusieurs semaines maintenant qu'il voulait un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça veut dire que le président russe ne prendra pas cet appel téléphonique? Ça ne veut rien dire du tout. Parce que là, je ne peux pas vous dire qui est à l'origine du fait qu'il parle, qu'il ne parle pas. Ça dépend de la situation. Vous voyez, il y avait une période lorsque les appels téléphoniques et les entretiens ont été très, très intenses, très, très fréquents. Là, maintenant, il y a une pause, mais... Bon. Ça n'est qu'une pause. Ça n'est qu'une pause. Comment dire? Ça peut reprendre. Vous dites ce soir, le fil qui existait entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ce fil-là n'est pas rompu. Il peut reprendre. Mais personne n'a dit que cette ligne a été rompue. Non. Donc là, ça veut dire que cette ligne existe. Non, ce que l'on voit simplement, c'est ce que disait Pauline, c'est que Emmanuel Macron, après le G7 ou le G20, avait expliqué qu'il voulait, juste après, appeler Vladimir Poutine. Oui. C'était au mois de novembre. 2 mois plus tard, cet appel n'a pas eu lieu. En gros, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui n'appelle pas ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui ne décroche pas? Il y a une différence entre vouloir et faire. Donc là, peut-être elle a voulu, mais peut-être elle n'a pas fait. C'est tout. Mais d'après vos informations à vous, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui n'appelle pas ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui ne décroche pas? Écoutez, mais comment je peux répondre pour le président français et pour le président russe? Vous pouvez avoir des informations. Est-ce que vous pouvez me répondre là, vous, non, ici, mais en français? Pardon, mais vous êtes porte-parole de l'ambassade de Russie. Entre vouloir et faire, il y a un grand écart, c'est tout. On l'a dit, la France va donc fournir des blindés, des véhicules blindés à l'Ukraine. Les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni vont aussi fournir soit des véhicules blindés, soit carrément des chars. Qu'est-ce que vous dites aux pays occidentaux qui arment de plus en plus lourdement l'Ukraine? Qu'est-ce que vous leur dites? Les pays occidentaux qui continuent à fournir les armes en Ukraine, ils expliquent ces décisions par la nécessité d'assurer la défense de l'Ukraine, etc., etc. Mais en fait, je ne sais pas si vous pouvez me citer au moins un exemple d'un conflit où les livraisons massives d'armes rapprochaient la paix. Ça ne fait que fomenter la guerre. Si, moi, j'en connais un bon exemple, le débarquement de juin 1944. Oui, et... ça a changé le cours de l'histoire, pour le coup. Écoutez, en fournissant les armes en Ukraine et en incitant le régime de Kiev à continuer les hostilités, vous croyez que ça va quoi? Ça va rapprocher la paix, mais vaincre la Russie sur le champ de combat, sur le terrain de bataille, c'est une mission impossible. C'est impossible. Il faut partir de ce fait-là. C'est impossible et toute l'histoire le montre. Lorsque la Russie tend la main et propose revenir à la table de négociation, et personne ne l'accepte. Est-ce que vous pouvez rappeler les conditions russes? Parce que si moi je le dis, les gens le croiront ou pas. Si c'est vous qui le dites, c'est quand même plus clair et plus crédible, si je puis dire. Quelles sont les conditions du plan de paix russe si jamais les Ukrainiens se décident à aller à la table? Mais pour avoir un plan de paix quelconque, il faut d'abord au moins arrêter les hostilités. Ça, c'est la condition évidente pour tous. Mais personne ne veut le faire. Du côté ukrainien, personne ne veut le faire. Ni du côté russe. Non, écoutez, la Russie a déjà une entreprise à proposer, à inciter l'Ukraine, à inviter l'Ukraine, à appeler l'Ukraine, si vous voulez, à revenir à la table de négociation. C'était le président Poutine le 30 septembre lors de son discours à Kremlin. Puis les officiels russes l'ont reconfirmé, l'ont répété plusieurs fois. Bon. Comme réaction, le régime de Kiev, et notamment le président Zelensky, adopte, signe un décret qui interdit toute négociation avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir. Mais alors, comment vous voulez le règlement de ce conflit par la voie pacifique? Si au niveau législatif en Ukraine, c'est impossible. Donc vous dites la première condition, c'est les Ukrainiens doivent arrêter le combat. Mais au lieu de fournir massivement les armes en Ukraine, vaut mieux plutôt inciter le régime de Kiev à arrêter les hostilités, si vous voulez vraiment la paix en Ukraine. Donc vous, un statu quo sur la ligne de front, comme elle est, ça vous irait? Je dis rien sur ce sujet. Il y a beaucoup d'éléments qui s'imposent, etc. Mais au moins, si vous voulez la paix ou le début des négociations, mais au moins il faut arrêter les tirs, les bombardements,
les hostilités. C'est simple, c'est comme dans chaque conflit militaire, ça commence par là. Alexander Makogonov, si les Occidentaux arment l'Ukraine à ce point-là, c'est parce qu'ils veulent faire respecter le principe de souveraineté de l'État ukrainien, État ukrainien envahi. Donc, les démocraties occidentales disent on va aider l'Ukraine à reprendre le contrôle. Vous voyez au fil des mois que les armes qui sont envoyées sont effectivement de plus en plus lourdes. On en est aux chars, on en est aux blindés. Exactement. Donc là, En réalité, vous ne pouvez rien faire face à ça. écoutez, Vous êtes obligé de constater, de subir, vous ne pouvez rien faire contre ça. en fait, l'objectif principal des pays occidentaux, c'est ne pas aider l'Ukraine à défendre son indépendance, sa démocratie, toutes ces formules-là. Non, c'est surtout C'est quoi là? de faire les Ukrainiens combattre peut-être jusqu'au dernier Ukrainien pour combattre la Russie, pour remporter la victoire sur le champ de combat. Il n'y a aucun officiel européen en ce moment, que ce soit au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne ou les pays européens, il n'y a aucun officiel qui se prononce pour la paix. Tout le monde ne parle que de la solution militaire. Et la preuve, les livraisons massives d'armement. Oui, vous pouvez dire, bien sûr, c'est de bonnes intentions d'aider l'Ukraine, etc. Mais nous savons tous où mène le chemin pavé de bonnes intentions. Mais- À l'enfer de la guerre. Justement, est-ce que sur cette implication de plus en plus importante des Occidentaux, on voit que des lignes rouges ont été franchies, que ce soit les Français ou les Américains ne voulaient pas envoyer de chars. Finalement, des chars seront sans doute envoyés, y compris du côté des États-Unis. Est-ce que vous craignez un conflit direct entre la Russie et certains pays occidentaux? Oui, vu cette dynamique de livraison d'armes, vu cette évolution du caractère des armements fournis à l'Ukraine, là maintenant il s'agit des armements à caractère, à vocation offensive, non seulement défensive, qui continuent à être livrés, mais aussi offensive comme les chars. Et là, c'est le chemin direct vers l'escalade et on se demande quelle sera la prochaine étape. Mais qu'est-ce Les que, soldats, pardon, mais qu'est-ce que les ça avions de impliquerait? chasse, les Qu'est-ce que- technologies nucléaires, quoi? Qu'est-ce que ça... Ah, vous parlez du nucléaire. Ben, on va y revenir. Mais qu'est-ce que ça impliquerait comme réaction de votre part? Alors, ce que je disais, vous ne pouvez rien faire de plus en réalité. Écoutez, puisqu'on part du principe que vaincre la Russie sur le champ de combat est impossible, tous ces armements-là, toutes ces armes seront transformées en ferraille sur le champ de bataille. Et Vous nous dites que serviront à vaincre la rien. Russie est impossible. La Russie recule depuis plusieurs mois. La Russie recule où, à votre avis? La Russie recule où? La Russie. Alexandre Ah, bah, Makogonov, non. à l'été, Vous parlez de Soledar aujourd'hui et vous dites en même temps que la Russie recule. Oui, mais attendez, on va vous parler de vous Kherson. avez dit que ça comptait pas. On va vous parler de Kherson, par exemple. Oui. Vous n'avez pas reculé à Kherson? Mais écoutez, mais laissons aux militaires ce qui appartient aux militaires. Ah oui, mais ça, c'est trop facile. Cette décision a été prise au niveau militaire. De reculer. La Comme en décision de reculer. 1812, maréchal Kutuzov a pris la décision lui-même, et le tsar lui a confié vraiment cette mission de laisser Moscou, mais quand même de sauver les vies de nos soldats, et finalement ça a rapporté ses fruits. Donc là, ouais. Alexandre Makogonov, ici c'est pareil, à l'été, la même logique. les Russes occupaient 25% du territoire ukrainien. Aujourd'hui, c'est environ 16-16,5%, alors que c'était 12,5% avant la guerre. Donc on voit bien que ça se réduit Écoutez, à peau de chagrin. La Russie recule. Si les reculs que nous effectuons là, dans certaines zones de l'opération militaire spéciale, si ça nous permet de sauver les vies de nos soldats, pour mieux organiser, pour réorganiser, réconcentrer, etc. Mais bien sûr, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas vraiment fanatiques pour jeter nos soldats d'une manière absolument irréfléchie et responsable dans le bourbier, juste pour les jeter comme le fait le régime de Kiev d'abord, en l'occurrence à Soledar. Il y a aussi la question que des centaines de milliers de Russes, parmi les élites du pays, l'ont quitté, en quelque sorte, ont mené une sorte de guerre passive en fuyant leur pays, ce qui est un drame absolu. Est-ce que vous avez une politique particulière pour dire à ce qui est quand même l'élite de votre nation, d'avoir une sorte de politique du retour, d'accueil, ou est-ce que vous les considérez comme des ennemis? Non, pas du tout. L'entrée, la sortie de notre pays est libre. Personne n'impose les contraintes à qui que ce soit de quitter notre pays, de revenir dans notre pays. Vous dites qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont quitté la Russie, mais il y a des centaines de milliers qui sont revenus en Russie. Vous voyez, c'est vraiment les flux
les flux des gens, la circulation normale, les gens ils partent, les gens Pour ils vous, c'est reviennent. un non-événement. Les Russes Non, n'ont pas mais fui leur non, pays. il y a des gens, on doit les reconnaître. Il y a des gens qui ont quitté la Russie pour leurs convictions politiques qui sont en désaccord avec les décisions du président, du gouvernement, avec l'opération militaire spéciale, qui ne partagent pas, disons, nos orientations, voilà. La politique générale de l'État, on peut comprendre ces gens, c'est la démocratie, donc chacun a son avis, chacun a son opinion. Ce ne sont pas des traîtres. Mais ce serait émotionnel de mon côté, du côté des officiers russes, de les traiter comme des traîtres, qu'ils se positionnent eux-mêmes comme ils veulent, traîtres ou, je sais pas, non-patriotes, ou les gens libres, ou je sais pas. En tout cas, vous savez, il y a beaucoup d'émotions autour de ce qui se passe en ce moment, et c'est normal, parce qu'il s'agit de quelque chose sans précédent, vraiment sans précédent. Donc là, on peut comprendre ces gens-là, qui sont guidés par les émotions et qui prennent des décisions. Vous parlez d'émotions, on va s'intéresser à celle de Vladimir Poutine. Réunion du président russe avec ses ministres aujourd'hui. Le président russe qui va tenser en public son vice-premier ministre pour ne pas avoir commandé suffisamment rapidement un certain nombre d'avions civils et militaires. Il le dit publiquement, il le rabroue publiquement. On regarde cette scène. Monsieur le vice-premier ministre Valentinovitch, vous avez tout de prêt, mais pas de contrat. Je vous le dis, mettons un terme à cette réunion. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Je sais qu'il n'y a pas de contrat pour les entreprises, les directeurs me l'ont dit. Pourquoi jouez-vous à l'imbécile? Quand aurons-nous les contrats? Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y a pas de contrat, et vous me dites que tout est prêt. Cette scène peut donner le sentiment d'un Vladimir Poutine à qui la situation serait en train d'échapper. Non, pas du tout. C'est un président du pays, quand même, qui gère les affaires du pays. S'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, donc là, bien sûr, il a toute tous les pouvoirs et toute la responsabilité d'indiquer sur des failles, sur des erreurs qu'il faut corriger. Et en plus, vous savez que maintenant, la Russie vit dans une situation sans précédent aussi, très particulière. Donc là, c'est le temps de la prise de décision rapide et de leur mise en œuvre rapide. Donc s'il y a quelque chose qui traîne, bien sûr, il le fait accélérer. Donc il y a une inquiétude particulière, parce qu'effectivement, sur le fond... Je vous dis, tout est particulier en ce moment, donc c'est pour ça que la situation exige la prise de décision rapide et leur exécution rapide. C'est tout. Mais on a le sentiment quand même, parce que ce genre d'algarade, en général, qui arrive dans tous les commandements, y compris rue du Faubourg Saint-Honoré, j'ai vu Emmanuel Macron engueuler ça se fait pas spécialement en public, non? Mais ça se fait pas spécialement en public, et c'est utile que ça se fasse pas en public. Donc on a le sentiment, monsieur le représentant le porte-parole, puisque c'est votre titre, qu'on a l'impression qu'on est à la recherche d'un bouc émissaire, que c'est pas très flambant, ça marche pas très bien, et que on est en train de désigner des gens qui vont être appelés à porter le chapeau d'un certain nombre d'échecs. Parce que franchement, faire ça en public, je trouve ça hallucinant. Rien d'hallucinant, c'est le moment de travail, parce qu'il y avait une réunion de ministres, donc là, et c'était peut-être en quelque sorte un signal à tous les autres ministres. C'est ça, sonnez-vous à parole. Il y a des choses importantes, et là, il ne faut pas... Sachant que, remettons juste un peu de contexte, donc ce vice-ministre qui est chargé du commerce, il est chargé aussi de rendre compte du fait qu'il n'y a pas de contrat pour les sociétés aéronautiques. C'est normal, il n'y a pas de pièces importées qui sont importantes pour un bon nombre de ces avions ou hélicoptères. Pas de pièces importées, pas d'avions, pas de contrat. Et pourtant, il se fait engueuler, parce qu'il n'y a pas trop d'autres mots, par le patron... il bafouille, on a déjà vu ça, hein. Vous vous souvenez du patron des renseignements qui bafouillait aussi, là il se met à bafouiller. Oui, on essaiera de trouver des contrats au plus tôt. Au plus tôt, vous rigolez, je vous donne 1 mois. Donc il donne 1 mois pour trouver des pièces via peut-être la valise diplomatique, je ne sais pas, mais pour construire des avions et surtout avoir des contrats. Voilà pour le contexte. Et ça veut dire que ça montre à quel point les sanctions dont on a beaucoup parlé pèsent aujourd'hui sur la Russie. Mais bien sûr, les sanctions pèsent sur la Russie, ça nous crée d'énormes difficultés, mais en même temps, ça nous crée d'énormes opportunités pour le développement de notre économie, de notre secteur financier, de notre secteur industriel, de nouvelles technologies. Mais là, on est au stade des difficultés, on a l'impression. Plus que les opportunités. Écoutez, mais il y a des difficultés, bien sûr, mais tout ce qui se passe en ce moment, on s'adapte, on trouve de nouvelles opportunités,
y compris de nouveaux débouchés aussi, on noue de nouveaux partenariats internationaux. Et la vie continue, malgré tout. Et il faut que ça continue. Il faut que les pays vivent. C'est pour ça que le président réunit les ministres et leur donne leur charge d'accomplir leur mission, leur donne des ordres. Normal. Sauf que ces dernières 24 heures, le gouvernement russe a donné un certain nombre d'indicateurs économiques qui montrent à quel point votre pays est dans une situation difficile et de plus en plus difficile. 47 milliards de dollars de dette l'année dernière, c'est le deuxième record historique. Le précédent, c'était 2020, l'année du Covid. Là, on a 47 milliards. L'inflation est à 12%. Chiffre officiel en Russie, c'est à peu près 2 fois plus qu'ici en France, l'inflation globale. Votre pays est en train de sombrer dans une situation et dans une crise économique dure. Oui. Vous aimez parler des difficultés en Russie, mais vous parlez jamais des difficultés en Europe. Ah, vous inquiétez pas, on en parle. Oui. Vous inquiétez pas, on en parle. Les conséquences directes des décisions, justement, les décisions irréfléchies et prises à la hâte sous la coupe d'émotions par les dirigeants européens. Et quand vous parlez de l'inflation russe qui est de 12%, il y a vraiment, franchement, il y a de quoi être fier. Parce que dans certains pays européens, l'inflation, c'est à peu près 22-24%, comme dans les pays baltes. En Angleterre, l'inflation, c'est comment? C'est 11%, c'est à 2 chiffres. En Angleterre, depuis 40 ans, sans précédent, la France s'en sort vraiment. Je ne nie pas les difficultés. Je ne nie pas les difficultés côté occidental et côté européen, mais vous ne pouvez pas nier les difficultés profondes, dures côté russe aussi. Pardon, mais la scène que l'on vient de voir avec Vladimir Poutine qui engueule son ministre en est le symbole aussi. Votre industrie, notamment aéronautique, a de gros problèmes aujourd'hui. Écoutez, mais personne ne nie qu'on a des problèmes, mais on les règle. On est obligé de s'adapter. On s'adapte. Et quand vous dites que le président Poutine engueule son ministre, non, il le fait avec un sourire, si vous avez remarqué. Il le fait avec un sourire. Et là, tout est clair, parce que dans ce sourire, tout est dit. Parce s'il y a des problèmes, il faut les corriger. C'est tout. Mais on approche des 1 an de la guerre, petit à petit. Est-ce que vous n'avez pas minimisé ces impacts-là pour la Russie? Est-ce qu'il y a 1 an, vous auriez imaginé où le pays en serait aujourd'hui et l'impact de la réaction des Occidentaux? Écoutez, par exemple, nos recettes grâce à la vente de nos ressources énergétiques, c'est plus de 200 milliards qui nous permettra quand même de remplir les engagements budgétaires, etc., dans le cadre des programmes sociaux et autres. Donc là, il y a des choses quand même assez positives. Donc là, parler de l'économie russe en état de faillite, en état écrasé, défoncé, quoi que ce soit, mais ce serait pas juste. La situation n'est pas facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. Hein. C'est pas facile en Europe non plus, aux États-Unis non plus. Tous les indices économiques, c'est vraiment les indices sans précédent depuis une quarantaine d'années. L'inflation, la récession, stagflation, il y a des termes qui sortent vraiment qui n'étaient pas vus depuis des années. Hein. C'est vraiment une nouvelle terminologie. Et tout ça ne vous amène pas à regretter d'avoir déclenché cette guerre? Écoutez, tout d'abord, c'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. On reste toujours dans ce cadre-là. On ne peut pas faire la guerre contre un peuple qui est notre peuple frère, les Ukrainiens. Vous le faites non seulement nos voisins, mais nos frères et sœurs, avec qui nous sommes liés par des liens parentaux, par des liens vraiment séculaires. Mais vous comprenez que ce discours-là, il est insupportable pour les Ukrainiens? Écoutez, mais ce discours-là, il est insupportable surtout pour le régime de Kiev, qui a tout fait pour déclencher ce conflit et qui n'a rien fait pour éviter ce conflit. Il y avait des accords de Minsk, rien n'était plus simple, je le répète, et je continuerai à le répéter, rien n'était plus simple que de faire respecter, que de mettre en œuvre les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration des républiques de Donbass par la manière pacifique, et tout serait bien pour tout le monde. Là maintenant, on est en état de conflit, l'Ukraine a perdu encore des territoires, et personne ne sait combien de temps va durer encore cette obstination acharnée et insensée. Vous voyez une guerre très longue qui va dépasser cette année 2023 ? Personne ne pourra vous répondre à cette question. Beaucoup de choses dépendent de la situation sur le terrain, du bon sens, de la volonté politique, du rôle aussi des pays occidentaux qui ont toute leur autorité face au régime de Kiev. Donc là, c'est vraiment, il y a plusieurs éléments qui s'intermêlent et qui jouent chacun un rôle. Mais bon. J'ai une question encore pour vous, Alexander Makogonov. On a vu les images de Vladimir Poutine, à l'instant, Vladimir Poutine qui a annulé un certain nombre de ses rendez-vous publics, classiques, sa conférence de presse face aux journalistes, qui est une épreuve qui dure plusieurs heures pour le président russe, un certain nombre d'interventions médiatiques, un certain nombre de déplacements, etc. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine annule ces rendez-vous-là? Quelle est l'explication que vous pouvez donner à ça?
Vous êtes si profondément au courant de l'agenda du président. Moi, je suis un peu étonné d'où vous savez tout ça, qu'il a annulé des rendez-vous, etc. Donc là, c'est Monsieur Peskov qui l'a dit. Ça a été confirmé par le porte-parole du Kremlin. Il y a des événements qui sont annulés ou décalés, ça ne veut rien dire du tout parce que le président il est très actif, vous le voyez, il est très dynamique. Il y a plein de réunions qu'il préside, auxquelles il participe, etc. Donc là, il n'est pas malade. La vie continue, mais vous le voyez maintenant, tous les spectateurs le voient maintenant. Est-ce qu'il donne l'impression de quelqu'un de malade? La question qu'on va tous se poser. Pas du tout. Donc là, tout va bien. Donc là, tout va bien au Kremlin. Mais bien sûr, mais quand vous le voyez, donc là, c'est la meilleure preuve et la meilleure réponse à votre question. Merci Alexander Makogonov d'avoir été